Suisse, Swiss Made, Made in Switzerland. Le label suisse est très recherché pour marquer toutes sortes de produits. C'est pour cela qu'en 2017, la Confédération a introduit la loi sur le Swissness, afin de définir les critères qui permettent de se prévaloir d'une origine suisse. Cette étape, en fait, venait préciser un flou qui protégeait mal le label suisse contre les abus. La définition, qu'est-ce qu'est un produit suisse, elle est plus ou moins la même depuis 40-50 ans. Ce qui a vraiment changé en 2017, c'est la précision avec laquelle ces critères sont inscrits dans la loi. C'est ça qui a vraiment changé. Évidemment, on trouve toujours dans quelque part du monde des produits qui utilisent la croix suisse ou façon suisse, des choses comme ça, pour profiter de la réputation, de la suissitude. Aujourd'hui, au moins, on a une législation qui permet d'agir. Produits industriels, services, produits alimentaires, chaque domaine répond à des critères précis. Et c'est l'Institut suisse de la propriété intellectuelle, l'IPI, qui est chargé de la mise en œuvre de la loi. Pour tous ces produits, il y a un critère commun, c'est la transformation ou la fabrication. Il faut que la transformation ou l'étape essentielle de fabrication ait lieu en Suisse. Ça, c'est le premier critère commun à tous les produits. Le deuxième critère est différent selon qu'on est une denrée alimentaire ou un produit industriel. Pour les denrées alimentaires, l'important est le poids des matières premières. Donc il faut que 80% du poids des matières premières qui composent la denrée alimentaire proviennent de Suisse. Pour les produits industriels, ce n'est plus le poids, mais le coût. En fait, c'est le coût de revient du produit qui est déterminant. Il faut là que 60% du coût de revient soit généré en Suisse. Pour les produits alimentaires, c'est l'Office fédéral de l'agriculture qui gère les particularités. Il y a des exceptions à ce critère d'origine des ingrédients, notamment bien sûr pour les produits qui ne poussent pas en Suisse pour des raisons climatiques comme le cacao, les bananes, etc. Donc il y a une exception pour ces produits tropicaux par exemple. Il y a une deuxième exception pour les produits qui sont temporairement pas disponibles. Par exemple, si on a un cas de gel qui détruit la récolte de pommes, on peut donner une exception pour ça. De quoi permettre, par exemple, au jus de pomme de Ramsey, village idyllique de l'Emmental, de garder la croix suisse sur son logo, même s'il doit momentanément importer des pommes. L'exception, qui exclut les matières premières introuvables en Suisse, permet aussi d'ancrer la réputation d'un produit bien suisse, le chocolat. Personne n'attend à ce que le cacao soit produit en Suisse. Donc la solution, ça a été simplement d'exclure du calcul ces produits naturels qui ne peuvent pas être produits ou extraits en Suisse. Tout ce qui est perçu par le consommateur comme étant une indication de provenance, sous forme de texte comme fabriqué en Suisse, ou en anglais Swiss Made, ou indiqué sous forme graphique, doit respecter les critères du Swissness. Le CERVIN, typiquement, ça a été déjà décidé par le tribunal fédéral. Le CERVIN sur un produit, c'est une indication que le produit vient de Suisse. Donc il faut qu'il remplisse les critères exactement de la même manière que s'il y avait la croix suisse dessus. Pour l'anecdote, la croix suisse est autorisée depuis peu de temps. Avant 2017, c'était interdit de mettre des croix suisses sur des produits. Donc on en voyait dans tous les supermarchés, mais c'était illégal. Là, en 2017, la décision a été prise d'au lieu de sanctionner ou de poursuivre tous ces usages, il n'a pas eu plus opportun de simplement libéraliser, de permettre d'utiliser la croix suisse si les produits étaient vraiment suisses. Si le label suisse est autant recherché, c'est parce qu'un produit Swiss Made peut se vendre plus cher qu'un article équivalent. Cette valeur ajoutée pèse 1,4 milliard de francs par année dans le PIB suisse, selon un récent rapport du Conseil fédéral. Stéphane Faguet a conduit plusieurs recherches économiques sur le label suisse. Il nous précise que cette valeur dépend des contextes. Oui, cela dépend beaucoup de la branche et des pays. La valeur du savoir-faire est très très élevée dans le domaine des montres et des cosmétiques, surtout à l'étranger. En Suisse, les produits alimentaires sont particulièrement chers. Mais le problème est le même pour tous les producteurs. Difficile pour eux de se différencier sur les prix.
On peut débattre de la valeur réelle du Swissness. Elle peut varier de 5 à 10% en Suisse et à l'étranger jusqu'à 20 ou 50% pour les montres au Japon, par exemple. En comparaison internationale, où se situe la Suisse? Dans nos études, la Suisse occupe toujours le premier ou le deuxième rang, au coude à coude avec l'Allemagne. Les produits suisses et allemands se valent, mais ça dépend de la branche d'activité. Dans l'horlogerie, la Suisse est loin devant, bien sûr. Dans l'industrie des machines, les Allemands sont très bien placés sur le plan international. Reste qu'il n'existe aucun contrôle pour démasquer les abus ou vérifier l'authenticité suisse d'un produit. Le principe, c'est que celui qui veut utiliser l'indication doit lui-même s'assurer qu'il remplit les conditions, les critères. Il n'y a pas un contrôle, l'IPI ne fait pas la police du Swissness, pas du tout. L'IPI a la compétence pour agir, s'il constate des abus, peut agir, mais nous, on ne le fait pas, on ne fait pas un contrôle systématique général de ce qu'il y a sur le marché. On est alerté par les douanes de tout ce qui est importé. Si la douane estime ou a un soupçon que le colis contient des produits qui sont des contrefaçons, ils nous envoient une notification et nous, on contacte le fabricant, l'importateur, le vendeur pour essayer de trouver une solution à l'amiable, si on veut. Et jusqu'à maintenant, depuis qu'on le fait, on a toujours trouvé des solutions. Il n'y a jamais eu besoin d'aller devant un tribunal pour régler ce genre de cas. Il y a les cas litigieux et puis il y a ceux qui sont très clairs. Sugus, Cenovis, Toblerone, Ovomaltine, des marques cultes mais plus tout à fait de chez nous. Certaines ont délocalisé leur production, d'autres sont passées en main de propriétaires étrangers. Sugus, le caramel aux fruits de Suchard, est inscrit au patrimoine culinaire suisse. Il a été produit à Neuchâtel jusqu'en 1993, mais la mondialisation est passée par là. Aujourd'hui, Sugus appartient aux Américains de Wrigley. Il est produit en Chine et en France. Plus rien à voir avec la Suisse. Make up for lost time with Toblerone. Toblerone aussi a été racheté par des Américains, ceux du groupe Mondelez. Mais le chocolat caractéristique est toujours fabriqué dans le canton de Berne et il arbore toujours fièrement le Cervin. Ovomaltine, ça vous fait un homme. Et nous alors? Et une femme? Parcours comparable pour Ovomaltine, basé en terre bernoise mais en main britannique, celle de l'Associated British Foods. Les produits emblématiques au patrimoine culinaire suisse ont connu des destins variés. Quelle n'a d'ailleurs pas été notre surprise en allant visiter Cenovis à Arisdorf dans la campagne bâloise. Plus aucune trace de la croix suisse sur les tubes de pâte à tartiner. Pour l'instant, nous ne pouvons malheureusement pas porter la croix suisse sur nos emballages. C'est ainsi depuis que la loi est entrée en vigueur en 2017. La plus grande partie de la levure de bière vient bien de Suisse. Mais malheureusement, certains processus de production et l'exécution de notre recette ne peut se faire en Suisse. Donc à l'heure actuelle, nous ne remplissons pas les conditions légales pour avoir un produit Swissness. Le siège de Cenovis est resté en Suisse, où une quinzaine de collaborateurs assurent toujours le conditionnement de la pâte à tartiner. Mais cela ne suffit pas pour garder le label, même si les emballages indiquent que le produit est bien issu d'une recette suisse, mais élaborée en France et en Allemagne. Cela n'a pas vraiment eu beaucoup de conséquences, si ce n'est que nous avons dû changer l'emballage, bien sûr. Nous vendons 90% de nos produits en Suisse. Il n'y a pas vraiment eu d'impact sur nos ventes. Elles n'ont pas diminué. Nous avions des craintes, bien sûr, en 2017, mais elles ne se sont pas concrétisées car nos consommateurs aiment le produit. Ils sont fans de Cenovis et ils l'achètent, tant que la recette reste authentique. Il y a bien une petite exportation du produit, mais sous le nom de Sonaris, parce que l'entreprise n'a pas les droits du nom Cenovis hors de Suisse. Après avoir succédé à son père à la tête de l'entreprise, Jürg Reimann entend retrouver bientôt le label suisse. Nous sommes bien sûr désireux de remettre la croix suisse sur nos produits. C'est important pour nous d'une certaine manière. Bien sûr, nous avons des liens avec la Suisse.
Nous devrons assurément investir. L'objectif est que d'ici 5 à 10 ans, nous puissions fabriquer la majeure partie de nos produits ici. Autre histoire avec les cornichons. Jusqu'au début du XXIe siècle, Shira et son Pickle Jazz Band symbolisaient l'excellence du cornichon suisse. Depuis 2006 pourtant, la production Shira vient de Turquie. En Suisse aujourd'hui, c'est à Aigle qu'on trouve le roi des cornichons, chez Reitzel. Pourtant, le patron, Bernard Poupon, avait bien failli laisser tomber la croix helvétique sur ses bocaux, comme il le laissait entendre en 2016. Avec la nouvelle loi, ça restera. Et là, ça va disparaître. Autrement dit, les bocaux qui contiennent des cornichons importés ne peuvent plus porter de label suisse. Reitzel a donc revu sa politique. Pour le marché helvétique, l'entreprise a créé une gamme 100% suisse, la gamme Hugo, une gamme qui représente 7% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Moi, j'étais pour que la transformation en Suisse soit protégée, pour que la valeur ajoutée en Suisse soit protégée, pour que la création de richesse en Suisse soit protégée, et non pas seulement les produits agricoles. Le législateur en a décidé autrement. On a créé notre marque 100% suisse. Bernard Poupon a relancé la culture du cornichon en Suisse, puisque Reitzel est passé de quelques 300 tonnes de cornichons suisses en 2016 à un objectif de 1000 tonnes l'an prochain. Pour nous, c'est un bilan très positif, puisque notre marque Hugo marche. Au début, moi, j'avais des réticences, puisque je me suis dit, oh là là, des produits 100% suisses, il va falloir trouver la matière première, et surtout, ils vont être chers. La clientèle est là, mais la production agricole va être limitée. Donc ça va être un peu notre défi, c'est de développer cette production agricole avec les agriculteurs suisses. La gamme Hugo est réservée à la clientèle suisse. À l'étranger, elle ne serait pas concurrentielle. Les produits sont quand même assez chers par rapport aux autres. Maintenant, en valeur absolue, un bocal de cornichons, ça vaut 5 francs. C'est pas non plus énorme. Mais par rapport à d'autres, ça peut être le double d'un produit importé et bon marché. Néanmoins, je reste toujours avec mon idée qui est de dire qu'aujourd'hui, on a du mal à différencier des produits fabriqués en Suisse, même avec des matières importées, des produits locaux et des produits totalement importés. Et c'est dommage parce que quand vous fabriquez en Suisse, même avec des matières premières importées, vous créez de la richesse dans ce pays et c'est ça qui est important. Et moi, je pense que le consommateur devrait pouvoir facilement identifier les produits où on crée de la richesse, c'est-à-dire fabriqués en Suisse, des produits 100% importés. Bonsoir Astrid Gertz. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire du patrimoine culinaire suisse. Alors, dans la liste des aliments qui font partie de ce patrimoine, on trouve les sugus, le cénovis et l'ovomaltine. Qu'est-ce qu'ils font encore dans ce patrimoine ? Ce sont des produits qui ont un fort lien à la Suisse. C'est-à-dire, il faut dire que le patrimoine culinaire suisse, c'est vraiment un catalogue historique sur les produits, sur les connaissances des produits. Et donc, ces produits-là, ils font partie du patrimoine culinaire suisse parce qu'ils ont une identité suisse. Ce sont des marques qui, par leur développement, la recherche et tout ça, sont ancrées justement dans la tradition et le savoir-faire suisse. Donc Sugus, par exemple, restera éternellement dans notre patrimoine, même s'il n'y a plus vraiment de lien avec la Suisse. Vous dites qu'il n'y a plus de lien. Certes, il n'y a aucune matière première qui est suisse dans ces bonbons. Mais c'est quand même le bonbon par excellence suisse. C'est-à-dire, c'est aussi des souvenirs d'enfants. Je ne sais pas, moi je ne suis pas née en Suisse, mais il y en a tellement de gens qui lisent ça à leur enfance. C'est beau, comme pour beaucoup de produits, c'est aussi justement, ça raconte un peu la vie quotidienne, les fêtes, les souvenirs. Donc c'est ça, le patrimoine culinaire suisse. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, ces produits ne sont plus produits en Suisse qu'ils n'ont pas leur raison d'être dans le patrimoine culinaire. Alors justement, il y a beaucoup de ces marques cultes avec lesquelles on a grandi qui aujourd'hui ne sont plus fabriquées en Suisse ou qui ont été achetées par des groupes étrangers. Est-ce que notre patrimoine culinaire est un peu en train de nous échapper ? Bon, je ne dirais pas que le patrimoine culinaire nous échappe parce que de toute façon, c'est quelque chose de vivant et dynamique. Donc, il y a peut-être certains produits ou plutôt la production qui a été délocalisée. Mais il y a quand même aussi
quand je pense un peu au chocolat, certaines entreprises chocolatières, justement la tradition chocolatière, c'est quand même quelque chose de très fort, tout comme la tradition horlogère en Suisse. Donc ça aussi, typiquement, il y en a qui ont gardé quand même une unité de production en Suisse, donc pour le marché indigène, domestique. Et puis, effectivement, ils ont aussi délocalisé des unités de production dans d'autres pays étrangers. Mais alors, on parlera du chocolat dans quelques minutes, hein, mais par exemple, qu'est-ce que vous pensez du fait que le Cenovis, aujourd'hui, n'est plus fabriqué en Suisse ? Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment à juger là-dessus parce que pour moi, c'est un choix stratégique de l'entreprise. Alors, depuis 2017, le Swissness règle ce qui est suisse ou non. Est-ce que, pour le consommateur, c'est une information suffisamment claire, suffisamment précise ? Je crois que vous savez très bien, tout comme moi, que le Swissness, c'était une bataille déjà de 10 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez consciente que ce n'est pas quelque chose très clair, peut-être pour le consommateur, parce que derrière, il y a beaucoup de règles, des exceptions, des dérogations. Alors, pour le consommateur, quand il achète un produit, il regarde le sachet et en plus, voilà, il voit les ingrédients. Et là, en plus, c'est même pas le pourcentage toujours qui est indiqué sur les emballages. Donc, c'est clair que derrière, c'est assez complexe pour faire ce calcul. Mais... Ouais. Donc, moyennement clair et moyennement précis pour le consommateur quand même. Merci beaucoup, Astrid Geerts. C'est très bon retour à vous du côté de Lausanne. Et je vous remercie de m'avoir invitée. Bonne soirée. Avec plaisir, bonne soirée. Évidemment, qui dit produit suisse dit chocolat. Parmi les saveurs qui ont bercé notre enfance, le fameux ragusa de Camille Bloch. Le cacao vient du bout du monde, les noisettes viennent aussi de loin. Ici, l'ingrédient suisse, c'est avant tout le savoir-faire. C'est en 1925 que l'entreprise fondée par Camille Bloch a pris ses quartiers dans le vallon de Saint-Imier. À l'époque, on ne parlait pas encore de logo avec croix suisse, mais l'esprit y était. Quand mon grand-père a lancé le ragusa, par exemple, en 1942, il n'avait pas mis la croix suisse. Donc c'était évident que c'était un produit suisse, vendu en Suisse. L'avantage de mettre Swiss Made est venu plus tard, quand des produits étrangers ont pris beaucoup plus de parts de marché. En Suisse, c'est que c'était un chocolat de qualité, le nôtre, et donc on s'est un peu différencié, pas seulement par la marque, mais aussi par ce Made in Switzerland. Le ragusa est un produit plus suisse que suisse. Non seulement on le produit ici, mais on travaille avec des collaborateurs qui habitent la région. On s'approvisionne en matériaux d'emballage dans des entreprises qui sont finalement assez proches d'ici. Les étuis que vous voyez sur nos produits proviennent d'une entreprise de Hunsingen, près de Soleure. Nos cartons proviennent de Couvet, dans le Val de Travers. On a une intégration locale qui est extrêmement forte et de tout temps. Il faut savoir que les chocolatiers suisses s'étaient déjà entendus en 1970 pour que seul le chocolat fabriqué en Suisse puisse être nommé chocolat suisse. C'était important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises multinationales qui ont des filiales à l'étranger. Et donc, il fallait pouvoir dire si eux utilisent Suisse dans leur désignation d'entreprise, il y a un problème si c'est fabriqué à l'étranger. Camille Bloch produit quelques 2000 tonnes de ragusa par année. 80% est vendu en Suisse, 20% est exporté. Je pense qu'en Suisse, les gens connaissent le ragusa. Et pour ceux qui le connaissent, depuis leur jeunesse, ils n'ont pas besoin d'avoir un produit qui porte le drapeau suisse. Par contre, ça peut être un certain avantage pour des personnes qui vont découvrir ce produit, et en particulier à l'étranger. Donc c'est plutôt un avantage lorsqu'on veut se développer et exporter le produit. Ragusa, c'est 4 à 500 tonnes de fèves de cacao, importées du Ghana ou du Pérou, et 700 tonnes de noisettes issues de Turquie, de Géorgie ou d'Italie. Le climat suisse ne permet pas une culture adaptée de noisettes. Pour la confection des barres chocolatées, il faut encore du sucre et des produits laitiers, suisses bien sûr, pour obtenir le label. Le succès du ragusa est donc avant tout une réussite de sa recette. Ce qui fait que le chocolat suisse est connu et reconnu mondialement,
c'est avant tout le savoir-faire et les idées, la créativité des entrepreneurs du 19e siècle qui ont su faire de cette fève de cacao, qui est quelque chose quand même d'amer, d'assez dur, un produit qui est fondant et tellement apprécié par le monde. Et c'est avant tout ce savoir-faire, comme on le voit dans les montres, plus que les matières premières qui font l'identité du chocolat suisse. Le label suisse vaut cher, mais il a un coût. Avec la suppression des contributions à l'exportation, l'industrie alimentaire redoute une hausse des coûts des matières premières. Et cela peut menacer l'accès au label suisse. La production en Suisse est déjà une production qui est relativement onéreuse. On a des salaires qui sont élevés, le franc suisse prend toujours de la valeur. Donc exporter n'est pas quelque chose d'extrêmement simple. Et vient s'y ajouter encore cette compensation du coût des matières premières destinées à l'exportation qui a tendance à baisser. Et donc, les agriculteurs vont nous vendre leurs matières premières de plus en plus chères et de moins en moins concurrentielles par rapport aux produits qu'on pourrait trouver à l'étranger. Il n'en reste pas moins que pour l'heure, chez Camille Bloch, les avantages du label suisse l'emportent encore. Elle n'était pas dessus avant, la croix suisse. Et puis on n'a pas vu, en mettant la croix suisse, ça a fait que les ventes ont explosé. Donc je pense que c'est relativement neutre, plutôt positif. Et pour poursuivre la discussion, le plaisir d'accueillir le président de la fêtière des industriels du chocolat. Bonsoir, Beat von Lanten. Bonsoir, Madame Bourget. Alors, pour commencer peut-être, pour vous, le chocolat suisse typique, celui que vous amenez à vos amis quand vous allez à l'étranger, c'est quoi? Alors là, c'est bien évidemment, comme fribourgeois, j'apporte des chocolats Villars, mais aussi d'autres chocolats, parce que je suis le président de toute l'industrie chocolatière suisse. Et là, on peut déjà dire que le chocolat est vraiment le produit suisse par excellence, parce qu'à l'étranger, c'est quand même lié toujours avec la Suisse, comme les montres ou les montagnes. Alors justement, vous parliez du chocolat Villars. On en a acheté quelques plaques, vous en avez aussi chez vous. Chocolat fabriqué en Suisse, à Fribourg, mais propriété d'un groupe français. Est-ce que c'est vraiment encore du chocolat suisse? Bien évidemment, on a défini un chocolat suisse depuis longtemps par la fédération pour aussi pouvoir protéger la marque suisse. Et là, on avait dit qu'un chocolat suisse, c'est un chocolat qui est produit entièrement en Suisse. Mais avec la législation Swissness, il y a eu une certaine relativisation de ces critères. On dit qu'un chocolat suisse, c'est s'il y a 80% des matières premières qui sont utilisées pour la production de ce chocolat et que le lieu de production soit aussi en Suisse, mais pas entièrement, seulement pour les phases les plus importantes, comme par exemple la conchage. Oui, alors on a d'autres exemples de plaques achetées dans le commerce en Suisse. Il y a cette plaque Nestlé, un chocolat Crunch fabriqué en Italie. Il y a ces deux plaques Lindt, celui-ci fabriqué en Allemagne, celui-ci fabriqué en France. C'est écrit pourtant dessus maître chocolatier suisse depuis 1845. Ça, est-ce que c'est du chocolat suisse? Non, selon la définition, ce n'est pas du chocolat suisse. On était très clair que les producteurs de ce chocolat à l'étranger ne peuvent pas utiliser la marque suisse. Bien évidemment, au verso de l'emballage, ils peuvent néanmoins écrire chocolatier suisse, mais en très petites lettres. Mais pourquoi est-ce que Lindt, fleuron de l'industrie chocolatière suisse, va produire une partie de son chocolat à l'étranger? Les produits de base sont moins chers et il y a certainement plusieurs aspects qui font que la production soit à l'étranger. Mais Lindt peut se permettre de le faire parce que la marque est bien connue et aussi liée avec la Suisse directement et la qualité est très haute en fait. Les chiffres 2020 sont frappants. La production de chocolat en Suisse a chuté de 10%. Et puis, en parallèle, les importations ont augmenté de 5,4%. Quand Lindt délocalise une partie de sa production pour fabriquer du chocolat à l'étranger et l'importer en Suisse, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied?
ce sont notamment les entreprises étrangères qui exportent en Suisse et qui nous concurrencent. En fait, il faut dire que les Suissesses et Suisses devraient manger plus de chocolat et de chocolat suisse, première chose. Et deuxième chose, que les parlementaires fédéraux doivent être sensibles pour établir des conditions cadres optimales et ne pas définir, comme ils le veulent maintenant au Conseil national, définir un prix minimal du sucre pour la douane. Et c'est une proposition qui nous fait mal au ventre et qui va vraiment encore rendre plus difficile la situation suisse de l'industrie chocolatière suisse à l'avenir. Ouais, bras de fer donc sur le prix du sucre et puis appel aux consommateurs également à acheter suisse pour peu qu'ils puissent savoir que le chocolat est fabriqué en Suisse. C'est des fois écrit en tout petit derrière. Merci beaucoup Beat van Lanten et très belle soirée à vous du côté de Fribourg. À vous aussi. Bonne soirée. Et du chocolat, on passe au fromage. Certains sont préservés par les AOP, les puissantes appellations d'origine protégée. Mais la partie est loin d'être gagnée contre les abus du label helvétique, notamment contre le Swiss cheese américain. Chez les fromagers aussi, la croix ou un label suisse offre des avantages. Mais les fromagers vont encore plus loin en utilisant une AOP, une appellation d'origine protégée, comme le gruyère par exemple. Côté suisse, c'est pour bien ancrer le gruyère dans son terroir national. Mais après, c'est clair que l'AOP a des prescriptions encore plus précises que toute la question Swissness. Il y a l'affouragement et puis tous les contrôles de qualité qui sont liés, qui sont prescrits par le cahier des charges et que Swissness ne donne pas. Quand on est à l'étranger, il faut voir que si je prends simplement au niveau européen, le gruyère qui est 31-32 000 tonnes de production, c'est 0,2% du marché européen du fromage. Donc, c'est rien du tout. Donc, si on veut apparaître sur le marché, il faut avoir une certaine valeur. Il faut que le produit ait une certaine valeur, mais il faut qu'on soit aussi quelque chose. Et le fait d'être suisse, c'est aussi un facteur de qualité qui nous donne des portes d'entrée dans les différents magasins. Et ça, c'est un atout. Avec l'AOP, la traçabilité est forte, la qualité garantie. L'important, c'est d'avoir protégé ce nom gruyère, ce qu'on essaie de faire à travers le monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle on était derrière toute la démarche Swissness, parce que la Suisse est très en retard sur la protection des noms et la protection de son propre nom. Si on prend l'exemple aux États-Unis, vous avez du Swiss cheese, qui est en traduction du fromage suisse, et c'est tout sauf du fromage suisse. C'est quand même dommage que le mot suisse ne soit pas protégé à travers le monde et qu'on les laisse aller en Amérique du Nord. Et ça nous pose quelques soucis. Autre exemple éloquent des difficultés dues à la loi sur le label suisse, la fondue Gerber. La fondue Gerber n'utilise pas de vin suisse. Pour afficher la croix suisse, le produit a donc bénéficié d'une exception. Mais cette tolérance s'est terminée à la fin de l'année passée. Ce mélange fondu pourrait perdre la croix suisse. Je dirais, ça c'est de leur responsabilité, parce qu'au niveau des fromages, ils n'auraient que des fromages suisses, mais ils ont un problème, entre guillemets, avec le vin. Alors on sait que le milieu viticole a aussi des problèmes, donc je pense que là-dessus, on devrait trouver un accord pour que de la fondue fixe fertique, qui a du vin dedans, et aussi du vin suisse. Je pense qu'une solution est possible, mais il faut avoir la volonté. Et puis, comme de toute façon, ce produit est plus cher que d'autres sur le marché international, eh bien, allons jusqu'au bout de la démarche en ayant un produit entièrement suisse. Amy, qui produit la fondue Gerber, n'a pas voulu nous recevoir. Mais la société nous a expliqué par écrit que désormais, elle introduira 2/3 de vin suisse dans sa fondue destinée au marché suisse. Pour l'exportation, elle continuera à utiliser des vins étrangers. Le produit ne pourra donc plus arborer la croix suisse. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Illimité. D'après le Larousse, ça veut dire qui n'est pas limité, qui est sans restriction ou sans terme fixé. Apparemment, l'opérateur UPC n'a pas lu cette définition avant de vendre des forfaits qu'il qualifie précisément d'illimités. François Janet. Il y a quelque temps,
UPC faisait de la publicité pour un abonnement mobile. Et comme j'étais chez Swisscom, et je me demandais si je ne voulais pas changer. Comme j'avais la télévision déjà chez Cablecom, chez UPC, on me faisait une belle offre. Donc j'ai décidé de changer il y a à peu près 5 mois. Et depuis, je suis chez UPC Cablecom. Christian Bazzoni passe souvent ses week-ends dans son chalet, au-dessus de Ried. À la montagne, il n'a pas de connexion à Internet. Pour se brancher, il doit utiliser son smartphone. Pour regarder la télévision, je me suis branché sur Internet et puis ensuite j'ai une application fournie par UPC qui me permet de regarder la télévision sur mon ordinateur. Donc j'utilise cette application. Pour se renseigner, Christian Bazzoni s'est rendu dans une des boutiques de son opérateur. Il a décrit en détail ce qu'il souhaitait faire à une vendeuse. Je lui ai expliqué qu'avec ce smartphone, j'allais me connecter à Internet et j'allais regarder la télévision, utiliser mon ordinateur, utiliser ma tablette. Et je lui demandais quel était l'abonnement le plus adapté à cette situation. On m'a proposé un abonnement avec ce qu'ils appelaient, eux, illimité. Puis elle m'a dit, il n'y a pas de problème, avec l'abonnement que vous avez choisi là, vous aurez tout ce que vous désirez à disposition. Et du coup, j'ai souscrit à cet abonnement et j'en étais très content. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que je reçoive, après 15 jours d'habitation dans ce petit chalet à cause du coronavirus, on a fait beaucoup plus d'utilisation que j'avais pensé faire d'habitude. Donc je suis venu au chalet, j'ai regardé la télé, ce qui fait qu'on a eu une utilisation assez forte des données. Et là, à la fin du mois de janvier, j'ai reçu un avis de Cablecom, du PC, qui me disait que j'avais une consommation trop importante pour l'abonnement que j'avais souscrit. Chères clientes, chers clients, au cours des 30 derniers jours, la consommation de données de votre abonnement mobile était nettement supérieure à la consommation moyenne d'autres utilisateurs. Les écarts considérables indiquent que l'abonnement est utilisé de manière non conforme ou abusive. Et UPC renvoie sur son site internet au descriptif de sa politique d'utilisation équitable. Un article dans lequel l'opérateur se réserve le droit de suspendre ses prestations. Il n'en fallait pas plus pour raviver les interrogations de ce professeur de maths à la retraite. J'étais même un peu fâché parce que la tournure de phrase qu'utilisait Cablecom pour m'avertir que j'avais une trop forte utilisation par rapport à la normalité des gens me faisait passer pour quelqu'un qui était un peu un tricheur, quelqu'un qui profitait de la situation. Du côté de la FRC, cette histoire, on la connaît depuis quelque temps. On était déjà intervenu en 2014 quand le terme de illimité était encore plus, on va dire, controversé, c'est-à-dire on avait un illimité, mais en fait après 10 gigas, l'abonnement était terminé, il fallait racheter des packs de données. On a obtenu que les opérateurs arrêtent d'utiliser le terme illimité quand c'est que du marketing, quand c'est pas la vérité dans les conditions générales. Ils s'étaient engagés à le changer jusqu'à il y a, je pense, 1 ou 2 ans où le nombre de cas a commencé à revenir. Et on a dû intervenir à nouveau auprès du secrétariat d'État à l'économie en 2017 parce qu'il y avait Salt et Sunrise qui pratiquaient aussi un faux illimité, c'est-à-dire ils prétendaient que l'Internet et les données étaient illimitées, sauf qu'à partir d'un certain nombre de gigas utilisés, on réduisait la vitesse de connexion, par exemple à 56 ou 128 kilobits par seconde, c'est-à-dire rien du tout. C'était en fait une forme détournée de supprimer l'illimité. Donc on était intervenu de nouveau avec succès. Et là, à voir, il va falloir revenir sur le sujet parce que les plaintes commencent à revenir de plus en plus. Il existe de nombreux sites internet qui guident les usagers vers l'abonnement le plus approprié à leur consommation. De leur côté, les opérateurs ne se privent pas de vanter leurs abonnements illimités. Moi, en tout cas, c'est quand on me vend quelque chose d'illimité, le mot illimité en français veut bien dire ce que ça veut dire. Et quand on me dit maintenant que j'ai dépassé la dose, je ne comprends pas. Et je trouve alors que c'est vraiment ce que j'appelle une publicité mensongère et on trompe le client. Parce que moi, je suis prêt à payer 20 ou 30 francs de plus pour avoir ce que j'ai maintenant. C'est pas ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est qu'on me dit que c'est limité et ça l'est pas. Et ça, c'est pas normal.
Nous, on trouvait que c'était mensonger en 2017 quand il y avait ces soi-disant illimités, mais avec une réduction de données par la suite. C'est ce qu'a considéré également le secrétaire d'État à l'économie qui est intervenu auprès de ces opérateurs. Après, chaque publicité joue souvent avec les limites. Les opérateurs jouent souvent avec ces limites-là. Et c'est pour ça que souvent, ça finit par des plaintes chez nous ou bien auprès du médiateur des télécommunications. Réponse du PC dans ce dossier. Nous déclenchons le message SMS susmentionné pour environ 1% de nos clients de téléphonie mobile qui se situent bien au-dessus de la valeur moyenne. Cela n'a aucun effet direct sur la relation contractuelle. Le transfert de données n'est pas non plus restreint et la connexion n'est pas bloquée pour le client concerné. À ce jour, notre téléspectateur n'a pas eu de nouvelles de l'opérateur, mais son cas est loin d'être une exception. On en parle avec vous, Colline Steulet-Scherer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'adjointe de l'ombudsman des télécommunications. Ça veut dire que les litiges arrivent sur votre bureau quand un opérateur et un client cherchent une procédure de conciliation. Quel est le profil type du client qui a signé pour un abonnement, un forfait illimité et qui voit son opérateur vouloir le limiter ? Or, il n'y a pas de profil type. Il s'agit simplement de clients qui souhaitent utiliser les services de manière illimitée, que ce soit en Suisse, que ce soit par exemple à l'étranger, pour quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut être aussi pour une personne qui veut faire un partage de connexion Internet à son domicile. Vraiment, c'est tout type de profil pour des personnes qui utilisent beaucoup les services de télécommunication. Et ce genre de problème, on observe ça chez tous les grands opérateurs ? Oui, dans la majorité des opérateurs, effectivement. Alors, dans ce cas précis, UPC promet d'être conciliant. Est-ce qu'en général, ça se passe bien ? La plupart des opérateurs souhaitent résilier les abonnements des clients qui utilisent, à leur sens, de manière excessive les services. Donc, il est vrai que la plupart du temps, les opérateurs ne sont pas très conciliants à maintenir la relation commerciale avec le client lorsqu'ils estiment que le client utilise de manière excessive leurs services. Mais là, UPC évoque par exemple un usage abusif possible. Est-ce que le client peut réellement être dans son tort, dans son utilisation d'un forfait illimité ? La plupart des opérateurs prévoient dans leurs conditions générales ou dans les conditions contractuelles une utilisation anormale des services. Et une fois que cette utilisation anormale des services est dépassée, ils adressent un message d'avertissement au client, soit indiquant que la vitesse, par exemple, de l'Internet sera réduite ou que le contrat sera résilié. Mais effectivement, il est très difficile de déterminer qu'est-ce qu'une utilisation anormale des services. C'est ce qui pose la plupart du temps problème. Donc en général, le client, l'usager, est dans son bon droit. Tout à fait. Merci beaucoup, Colline Steulet-Scherer, et très belle soirée à vous du côté de Berne. Merci à vous, bonne soirée. Comme consommateur, on a parfois l'impression qu'on nous prend pour des pigeons. En décembre dernier, nous vous lancions un appel à nous envoyer des exemples d'emballage, de promotion, de prix aberrants, ridicules, absurdes. Vous avez été nombreux à nous écrire. Bonsoir Malik Melli. Bonsoir Linda. Alors, c'est vous qui avez reçu ces courriers ? Oui, et puis on peut dire que notre appel a eu du succès. Bon, vous me direz, dans l'univers de la consommation, trouver des choses absurdes, c'est pas ce qui manque. Donc ce soir, on peut dire qu'on inaugure notre nouvelle séquence et on l'a appelée « C'est ballot ». Oh, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Alors, vous nous en présentez 4. Voilà, et on commence dans la catégorie absurde et totalement surréaliste. Regardez, c'est une affichette de pub pour des chewing-gums en action, une sacrée action, à 3,50 francs au lieu de 3,50 francs. Ça, c'est du marketing. À ce prix-là, c'est sûr que ça va être la ruée. Et donc, ensuite ? Ensuite, dans le même style, mais un chouïa plus subtil, une action pour des bouteilles de Rivella. Alors, le prix normal des 6 bouteilles que vous avez ici, c'est 8,40 francs, ça fait 2,80 francs le litre. Mais attention, en action, on peut obtenir 2 bouteilles gratuites. C'est écrit là, 2 bouteilles gratuites. Sauf que le pack de 8 bouteilles, il est à 11,20 francs, ça fait 2,80 francs le litre. C'est-à-dire exactement le même prix que le pack de 6 bouteilles. Ça vaut la peine de sortir sa calculette quand même quand on voit ce type d'action. Vous nous avez aussi amené des crevettes. Oui, alors des crevettes. Regardez, vous aimez les crevettes ? J'adore, ouais. Voilà, alors des crevettes cuites, surgelées, 300 grammes annoncés. Alors là, c'est le poids qui va faire la différence.
Le poids des crevettes avec le glaçage protecteur est annoncé à 330 grammes. C'est quoi le glaçage protecteur? C'est la couche de glace qui recouvre le paquet de crevettes. Et alors, sans le glaçage protecteur, on est à 300 grammes. C'est d'ailleurs ce qui est vendu ici, 300 grammes de crevettes. Sauf que c'est seulement, voilà, c'est seulement le glaçage protecteur qu'on enlève. Et pour avoir 300 grammes pile, les crevettes sont encore congelées. Parce que si vous les dégelez, ce que nous avons fait, eh bien, voilà, nous arrivons à 256 grammes exactement. Donc vous avez payé 44 grammes d'eau au prix des crevettes. Ouais, et à 19,80 francs le kilo, ça fait assez cher la goutte d'eau quand même. Hein. Exactement, exactement. Et puis pour terminer, une histoire de crème fouettée. La crème fouettée sous pression, dans des petites bonbonnes comme celle-ci, eh bien un couple de téléspectateurs, monsieur et madame Duclos, a remarqué quelque chose d'étrange sur ces bonbonnes et on est allé leur rendre visite. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Entrez seulement. Merci. Alors, monsieur Duclos, qu'est-ce qui se passe? Alors, montrez-moi. Allez-y. Ah ben, il se passe qu'on est amateur de crème. Bon, ça... Et puis, mon épouse, qui lit tout ce qu'il y a sur les étiquettes, elle m'a dit « Regarde voir d'où vient la crème. » Alors ça, vous l'avez acheté où? À la Migros. À la Migros, d'accord. C'est de la crème suisse qui va se promener en Belgique avant de revenir chez nous. Monsieur Duclos, si ça ne vous satisfait pas, vous pourriez changer de magasin, aller acheter ailleurs, non? Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, la COP, qui promeut l'environnement pour moi et pour toi, je me suis dit, je vais aller à la COP et puis c'est bon. Alors, je suis allé à la COP, eh ben, je n'ai pas réglé mon problème. Élaboré en Italie avec de la crème suisse. Donc, c'est vrai que la crème suisse qui se balade dans toute l'Europe, c'est étrange. Hein? Ouais, je trouve ça un petit peu débile. Et c'est comme ça pour toutes les crèmes fouettées que vous avez trouvées? Oui, Linda, c'est ça qui est étonnant. On a regardé chez Lidl, Aldi, Manor, etc. C'est toujours de la crème suisse qui part à l'étranger pour être mise dans les bouteilles. Mais ça n'a aucun sens. Hein. Si, ça a un sens un peu économique, parce que les machines pour fabriquer ces bonbonnes coûtent horriblement cher. Et en fait, en Europe, il n'y a que 5 usines qui sont capables de mettre la crème dans ces bonbonnes. Donc la crème suisse part de Suisse en camion, va en Belgique ou en Italie, est mise en bouteille et revient en camion en Suisse. Donc si vous mangez des fraises qui viennent du sud de l'Espagne, par exemple, et que vous les nappez avec ça, bonjour le bilan carbone de votre dessert. Ouais, j'ai envie de vous dire que c'est ballot. Merci beaucoup Malik, très bonne soirée. Bonne soirée. Et la suite, donc, c'est que vous continuez à nous envoyer des exemples par mail, abe@rts.ch ou via notre page Facebook. On sélectionne les plus savoureux pour une prochaine émission. Et en attendant, vous pouvez voter pour l'absurdité du jour sur notre page Facebook. À la fin de l'année, on remettra le ballot d'or.